Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Ravie également d'avoir, comme toujours, à mes côtés, Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes le président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé de l'Arc Alpin. Je salue également à nos côtés le professeur Christophe Pizon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue au CHU Grenoble-Alpes. Dans quelques minutes, il sera question avec vous d'une maladie chronique qui touche 4 millions de personnes en France. Je veux parler de l'asthme. Mais avant cela, on va s'intéresser à une technologie très innovante et à un langage très primaire. Et on commence donc avec la technologie très innovante qui relègue la boîte de pétri. Vous savez, la petite boîte ronde qui contient des tout petits éléments que l'on regarde au microscope. Bref, qui relègue cette boîte à la préhistoire ou presque. Avec Secret Cells, son labo portable, Nanobiose révolutionne les tests in vitro. Charlotte Faulkner a suivi la présentation dans les locaux que vous connaissez bien, Vincent, ceux de Meditech. 9 médicaments sur 10 échouent lors des essais cliniques sur l'homme. Des échecs souvent coûteux pour les laboratoires dont le processus de recherche et de développement prend plusieurs années. Pour lutter contre ces pertes de temps et d'argent, la start-up Nanobiose a créé Secret Cells, un outil qui vise à simplifier la recherche médicamenteuse. C'est un outil de recherche qui est destiné aux chercheurs pour les aider à accélérer le développement des médicaments et la recherche fondamentale. Donc ce produit s'adresse en fait à toutes les thématiques de la recherche, que ce soit le cancer, l'immunologie, l'inflammation, toutes ces thématiques qui ont besoin d'avoir des résultats plus performants et d'avoir surtout des environnements d'essai qui soient plus représentatifs de la réalité biologique. Après 4 ans de recherche et de développement, Nanobiose a pu mettre sur le marché Secret Cells, un véritable labo sur puce permettant de simuler un environnement similaire au milieu vivant et donc de réaliser l'évaluation des candidats médicaments plus vite mais aussi de manière plus réaliste. Aujourd'hui, beaucoup de nos études sont faites avec ce qu'on appelle des études in vitro, dans des boîtes de pétri. Sauf qu'il n'y a rien de plus différent d'une boîte de pétri qu'un humain. En leur permettant de tester leurs produits dans des conditions beaucoup plus proches de la réalité, en fait, ce qu'on leur permet, c'est de gagner du temps. C'est que les données étant acquises dans de meilleures conditions, elles sont de meilleure qualité et donc elles sont moins sujettes à être remises en question par la suite lors des développements ultérieurs. Ce dispositif est une véritable avancée dans le secteur de la biologie. Secret Cells est déjà breveté en France, en Europe et bientôt aux États-Unis. Un outil qui se veut polyvalent et facile de prise en main. Tout est contrôlé, donc on peut contrôler le temps d'activation des cellules, par exemple, le temps où on va les activer avec un traitement donné, et le système il est modifiable suivant l'expérience qu'on veut faire. Donc si on veut faire de la culture en 2D, 3D, d'analyser l'inflammation, la toxicité, on peut le faire avec ce système-là, et on n'a pas besoin, contrairement à ce qu'on fait en statique, par exemple, on doit venir à chaque temps donné, changer le milieu, nettoyer. Ce système-là, comme il est dynamique, en flux, on n'a pas besoin de faire ça. Sur le marché depuis 1 an, Secret Cells est destiné aux laboratoires pharmaceutiques, de cosmétiques ou encore de recherche publique. Vincent, tout se passe plutôt bien pour Nanobiose. Vous les connaissez bien ? Je les connais, c'est un des adhérents de Medicalps, même s'ils sont basés en Savoie. Ça se passe plutôt bien à ma connaissance, effectivement. Ils sont en phase d'accélération. Ils ont réalisé en début d'année une levée de fonds. Donc, des bonnes nouvelles. Et pour une mise sur le marché, vous me disiez tout à l'heure à côté que c'est moins compliqué que pour des médicaments. Ça va prendre moins de temps. C'est beaucoup moins compliqué que pour des médicaments où il faut une autorisation de mise sur le marché avec tous les essais cliniques que l'on connaît. C'est aussi moins compliqué qu'un dispositif médical. Puisque là, en définitive, c'est un équipement, alors j'allais dire un équipement de laboratoire qui va faciliter, en définitive, comme c'est expliqué dans le reportage de Charlotte, faciliter l'évaluation des candidats médicaments
par, en définitive, de la microfluidique qui va permettre de venir mesurer et d'accélérer le processus et de le simplifier, le processus d'évaluation d'un médicament. C'est une idée en or, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ah, mais parfois, vous savez, les idées, y compris, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais le post-it ou des choses comme ça, c'est des idées qui paraissent comme ça, a posteriori, extrêmement simples. Mais c'est effectivement une révolution dans la boîte de pétri, pour reprendre votre expression. En tout cas, ils ont de belles perspectives devant eux et je leur souhaite beaucoup de succès. Eh ben, nous aussi, et on en parlera évidemment. Allez, on va enchaîner maintenant avec le coup de main du Café des enfants. J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil. Pas toujours facile de communiquer avec bébé en attendant qu'il puisse dire ses premiers mots. Pour prendre un peu d'avance, mais aussi découvrir une nouvelle relation avec son enfant, le Café des enfants à Grenoble accueille des séances en langue pour bébés préverbaux, un langage de transition à la différence de la langue des signes française, avec sa syntaxe et sa grammaire. Plus qu'un long discours, voyez le reportage de Laurie Baillet. Dans sa maison, un grand cerf. Sandra Laure utilise les gestes pour illustrer des mots. Elle manie la langue des signes avec les bébés, un langage de transition qui permet à l'enfant d'exprimer ses besoins, ses émotions et ses envies avant même de savoir parler, ce qui peut éviter des moments de frustration, des pleurs et des crises. C'est un outil de communication en fait, qu'on propose aux bébés pour qu'ils puissent nous dire des choses. En fait, ils vont savoir utiliser leurs mains avant la parole. Et donc, ils vont pouvoir dire des choses plutôt sur leurs besoins, leurs émotions ou leurs envies ou répondre à des questions. Les orthophonistes l'utilisent plutôt pour débloquer les choses et pour accompagner les enfants qui ont un retard. Donc, soit ça ne changera rien à l'arrivée de la parole, soit au contraire, ça la rendra plus rapide. Mais l'objectif, c'est qu'on se comprenne plus vite, pas forcément qu'ils parlent plus vite. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Pour capter l'attention des tout-petits, Sandra Laure propose ici au Café des enfants à Grenoble des ateliers ludiques en musique de la naissance à 18 mois. Ça a permis de découvrir plein de signes puisque Joshua ne parle pas encore, qu'on va pouvoir revoir à la maison. Elle a commencé à signer, elle avait 11 mois je crois, et de 11 mois maintenant, elle a signé énormément de mots qui ont permis du coup qu'on puisse communiquer avec elle. Il a déjà commencé là, à la maison à faire quelques petits signes, par exemple j'ai terminé quand il a fini de manger. Pour l'instant elle me regarde faire, ça l'intrigue plutôt. Et puis on verra, à 10 mois, il faut encore attendre un petit peu pour que ça fonctionne. Et à capella, le papa. Sandra Laure et l'association Massado proposent également des ateliers de portage et de massage bébé, individuels ou collectifs. Et cette pratique ne retarderait pas l'acquisition du langage, bien au contraire. Ce sont en effet les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand un enfant produit des mots ou des gestes. Il peut arriver avant le langage et durer toute la vie, c'est l'asthme. On en parle dans une poignée de secondes. Chaque être humain respire en moyenne 8,4 millions de fois par an. Dans la plupart des cas, ça se passe plutôt bien. Mais pour des millions de personnes dans le monde, dont 4 millions en France, ça peut parfois être source de complications. Professeur Christophe Pison, vous êtes à nos côtés. Je vous rappelle que vous êtes pneumologue au CHU Grenoble-Alpes. Vous êtes également notre témoin du jour, puisque vous êtes vous aussi atteint d'asthme. Ça veut tant dire que vous connaissez bien le sujet. La première question, elle sera toute simple. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'asthme ? C'est une maladie inflammatoire des bronches qui se caractérise par des symptômes très peu spécifiques, de l'oppression, de la toux, des crachats, des sifflements, qui surviennent dans des circonstances un peu particulières, souvent dans la deuxième partie de la nuit, chez les enfants souvent à l'effort, et qui est réversible soit spontanément, soit sous l'effet d'un traitement que tout le monde connaît bien, qui est la ventoline. Alors, on va un petit peu détailler tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans les bronches ? On va voir quelques images et vous allez nous expliquer. Alors évidemment, c'est nos poumons. Alors là, vous voyez ce qu'il y a de plus beau, hein, c'est l'appareil respiratoire, les poumons. Donc là, ça respire à peu près à 15 mouvements par minute. Le cœur, c'est un peu plus rapide. Ici, vous découvrez l'arbre trachéobronchique, qui permet des échanges entre l'oxygène qui est apporté au tissu et le gaz carbonique qui est expulsé.
Chez certains patients, il y a une réactivité anormale des bronches. Là, on le voit très bien. Là, vous voyez, il y a une espèce de bronchospasme. Longtemps, on a cru que c'était uniquement une fermeture des voies aériennes. En fait, il y a de l'inflammation, comme vous le voyez. La muqueuse s'épaissit, les gens se mettent à cracher, à avoir des sécrétions, et il y a une atteinte des petites voies aériennes. Alors, c'est très désagréable, je peux vous en parler de connaissance, et il y a un sentiment d'oppression. C'est ça qui domine. Les gens toussent en général, et puis ça siffle, je peux vous le faire. Voilà. Et là, c'est quand tout se passe bien. C'est plus violent alors, quand ça siffle comme ça, c'est quand on ne va pas très bien. Et souvent, avec un traitement, ou soit spontanément, les choses rentrent dans l'ordre. Comment on sait, mis à part ce petit sifflement qu'on ne reconnaît pas forcément quand on n'en est pas atteint, que c'est la première fois, comment on sait qu'on est asthmatique? C'est pas une toux comme une autre? Alors, c'est une toux souvent nocturne. Et pour les enfants, on a vu ce merveilleux reportage sur les enfants. C'est une toux qui est très particulière, qui est lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils rient ou à l'effort. Donc, la toux à l'effort, c'est très souvent un équivalent mineur d'asthme induit par l'exercice. Donc, chez l'enfant, c'est beaucoup de la toux, des sifflements à l'effort. Après, pour être sûr du diagnostic, il faut mesurer le souffle. Alors, on mesure le souffle avec ce genre de petit appareil. On le verra tout à l'heure dans un reportage. Mais alors, comment ça s'appelle ça? Alors, ça s'appelle un débitmètre de pointe. C'est un appareil d'origine anglaise. Ça mesure le débit en litres par minute. Alors, c'est un petit peu curieux. Voilà, mais en pratique, on souffle dedans très fort. Voilà, on met un petit embout. Voilà. Et ça mesure le débit maximum qui est atteint quelques millisecondes après une expiration forcée. Et là, ce débit, chacun a sa valeur normale. Vous, pour votre taille, votre âge et votre sexe, ça ne dépend pas du poids. Et par exemple, moi, je sais que ma valeur, c'est 550. Et si je suis en dessous de ça, ça veut dire que mon asthme n'est pas très bien contrôlé. Parce que les symptômes, le ressenti, il y a des gens qui perçoivent très mal leur obstruction. Donc, c'est comme un petit peu l'hypertension artérielle ou le diabète. C'est bien de mesurer son souffle sans être obsessionnel. Vous, comment vous avez appris que vous étiez asthmatique? Moi, je l'ai appris par ma mère. Ma mère était asthmatique. Elle m'a transmis cette maladie. Moi, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, 8 petits-enfants. Les 4 enfants, je crois, sont asthmatiques, s'ils sont dans des circonstances asthmogènes comme le tabac, les pollens. J'ai 8 petits-enfants et je crois qu'il y en a bien la moitié qui sont des tousseurs siffleurs. Mais là encore, c'est très lié à l'environnement dans lequel ils vivent. Par exemple, mes 4 enfants qui ont la chance de vivre dans des environnements assez favorables n'ont pas de symptômes. C'est-à-dire quand même que le facteur génétique est un des facteurs... Oui, c'est un facteur qui pèse assez lourd. Alors, ce qui est très à la mode actuellement, c'est de démonter... Il y a des gens qui disent que l'asthme n'existe pas. Il y a autant d'asthme que d'asthmatiques. Néanmoins, on peut dire des choses très simples. Il y a un facteur génétique. Dans la famille Pison, c'est évident. Il y a un facteur allergique. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des formes non allergiques qu'on voit qui apparaissent à la maturité, qui sont très étonnantes. On parle d'asthme intrinsèque. Il y a des femmes chez les gens obèses. Des formes particulières qui ne concerneraient que les personnes obèses. Oui, et ça, je vous dis que c'est une sacrée épidémie, puisque l'obésité... Et c'est une sacrée épidémie. Voilà. Ouais. Et là, on est très malheureux pour les soigner, ces gens-là. Et par exemple, dans les cas les plus extrêmes, la chirurgie bariatrique peut les guérir. Donc la chirurgie qui permet de réduire l'estomac, la taille de l'estomac. Donc vous l'avez dit, les facteurs de l'asthme, le facteur génétique arrive en premier en tout cas. Les facteurs environnementaux, on entend dire qu'il y a de plus en plus de personnes asthmatiques. Oui, alors ça fait le bonheur de l'industrie qui a inventé des médicaments merveilleux. On peut peut-être commencer par une très bonne nouvelle. La mortalité et la morbidité par asthme s'est effondrée. Il y a 20 ans, on perdait 2000 patients d'asthme chaque année. En France ? En France, ce qui était beaucoup, mais pas tant que ça. Et finalement, des gens qui meurent jeunes d'asthme, c'est rarissime. Et maintenant, cette mortalité a été divisée par 2 ou 3. Les hospitalisations pour asthme chez l'adulte ont quasiment disparu. Donc maintenant, quand nos jeunes internes veulent apprendre l'asthme, il faut qu'ils viennent en consultation pour des asthmatiques. Alors les facteurs environnementaux, vous avez raison, c'est ça qui est important. Les facteurs génétiques, on n'y peut pas grand-chose. Mais les facteurs... Ce qui est important en médecine, c'est ce qui est modifiable. Alors les gros trucs, c'est le tabac, qui aggrave et qui parfois est causal, l'obésité, la pollution, certains médicaments. Il y a des formes rares de gens qui sont très intolérants à l'aspirine, le stress, les changements du microbiote. La vie à la campagne est très protectrice, la vie en ville est moins protectrice. Donc ce qui est très passionnant, c'est que pour chaque individu, on fait une cartographie et on regarde qu'est-ce qui est modifiable.
Et finalement, c'est ça l'enjeu actuel, c'est de faire une médecine un peu personnalisée, sans se prendre trop la tête, et d'aboutir à des recommandations très personnelles, même si à l'arrivée, si malgré le changement de l'environnement, les gens continuent à se réveiller la nuit, à ce moment-là, on va démarrer des traitements. Sur la pollution, par exemple, puisque vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'il y a de plus en plus d'asthmatiques? Vous m'avez dit qu'il y a moins de personnes qui mourraient de l'asthme, mais il y a plus de cas. Il y a beaucoup plus de cas. C'est une maladie dont l'incidence augmente et qui est très liée, peu ou prou, à la dégradation de notre environnement. Avec, il y a des choses très nouvelles auxquelles j'ai été un peu associé, qui ont été, par exemple, tous les comportements alimentaires. On découvre avec peut-être 20-30 ans de retard par rapport aux cardiologues qu'une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire riche en graisse, pauvre en légumes, en fruits, est très asthmogène. Oui, parce que ça, on n'en avait pas forcément, c'est pas quelque chose. Et ça, c'est Nutrinet qui a découvert ça. Et c'est absolument fascinant. La sédentarité, l'inactivité physique. Donc finalement, dans toutes ces maladies chroniques qui nous font vivre, si j'ose dire, nous, le complexe, pas militaro-industriel, mais le complexe médico-industriel, c'est toujours les mêmes histoires. C'est des modes de vie, moins à la campagne, beaucoup de tabac, de la pollution, qui font qu'on crée ex nihilo des petits asthmatiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'asthme, en gros, allergiques, non allergiques. Allergique, ça veut dire qu'on développe déjà des allergies et on va développer de l'asthme? C'est ça. On sort du ventre de sa mère, idéalement par les voies basses, c'est ce qui est le plus protecteur. Si on loupe cette étape par une césarienne, on a un microbiote qui n'est pas adapté et on va vers une trajectoire un peu moins bonne. Voilà. Donc une fois qu'on a franchi cette étape, on a une polarité plutôt allergique, tous, à la naissance. Et puis après, le contact des bactéries, des animaux domestiques qui sont couverts de bactéries, équilibre et polarise à la fois allergiques, non allergiques. Alors c'est la caricature avec les petits Finlandais. Les petits Finlandais qui sont à la ferme, il y en a 10% d'asthmatiques, ils sont au contact des cochons. Et les petits Finlandais qui vivent en ville, c'est 50% d'enfants asthmatiques. Donc ça, c'est l'hypothèse hygiéniste qui est très forte, très très forte. Donc l'allergie, bien sûr qu'on a des gènes de susceptibilité, mais c'est quelque chose qui s'éduque. Et c'est vrai que nos modes de vie un peu modernes favorisent ces maladies. Et ça génère à l'arrivée... Quelque part, être trop hygiéniste, faire trop attention à se protéger, conduit à... Et à l'inverse, une consommation excessive d'antibiotiques empêche votre système immunitaire de s'éduquer. Donc vos enfants, vos petits-enfants, s'ils mettent les mains un peu dans la poubelle, c'est peut-être pas si grave. Et alors le chien, c'est idéal parce qu'il lèche, donc il vous transmet son microbiote. En même temps, on dit que les poils des animaux sont aussi une des causes de l'asthme. Alors c'est vrai que l'asthme, il y a des protéines très allergisantes chez le chat, c'est vrai. Mais à part le chat, je dirais, tous les animaux de la basse-cour sont très protecteurs. Et même à l'âge adulte. Donc prenez des poules, vous aurez alors des donc œufs la basse-cour à la maison, pas de tabac, bien aérer sa maison, manger des fruits et des légumes, ne pas fumer. À propos du tabac, il y a la maladie BPCO, la maladie d'obstruction des bronches, qui est une des 3 ou 4 plus grosses maladies, j'allais dire, en termes de nombre de personnes concernées. Quelle est la différence entre la BPCO et l'asthme? Alors ça, c'est une excellente question. On ne s'est pas mis d'accord avant, mais la BPCO, c'est une maladie qui tue. Pourquoi? Parce que l'obstruction est définitive, elle est permanente. On dit qu'il y a un remodelage. Et donc, la voie finale commune, c'est quand même parfois l'insuffisance respiratoire. C'est une maladie potentiellement très grave, avec un déclin accéléré de la fonction respiratoire. L'asthme n'a pas du tout ce pronostic. Actuellement, des gens qui décèdent d'asthme jeunes, c'est rarissime. C'est 20-30 personnes par an en France. Donc, la grande différence, c'est que dans un cas, l'obstruction n'est pas réversible. C'est la BPCO. C'est une maladie potentiellement grave. Et dans l'autre cas, c'est une maladie avec une obstruction qui est réversible. Et les symptômes sont-ils identiques ou sont-ils différents? Oui, en crise, on a du mal à différencier un BPCO d'un asthme. Mais on le fait parce que c'est un jeune homme, un enfant, ses parents ont rhume des foins, la mère a de l'asthme, et puis il n'y a pas d'histoire de tabagisme. À l'inverse, un monsieur comme moi qui a 67 ans, qui aurait fumé, qui n'a pas d'histoire d'allergie et qui fait une détresse respiratoire, jusqu'à preuve du contraire, c'est une BPCO. On a parlé de l'âge, donc vous nous disiez que si c'était un terrain allergique, l'asthme survenait plus tôt, c'est bien ça? On l'aperçoit dès la petite enfance? Oui, alors, pendant les 18 premiers mois, vous avez des petits tousseurs,
des petits siffleurs, on les appelle les happy withers, les siffleurs heureux. Ils ont simplement des petites bronches, ça va passer en grandissant. Hein. Et puis il y a des gens, c'est plus embêtant, ils sont allergiques, ils toussent, ils sifflent et ils réveillent leurs chers parents la nuit. Alors, il faut y penser. Moi, j'ai eu la chance de faire de la pneumopédiatrie à un moment de ma vie et il y avait une tendance des mamans à se culpabiliser et des papas de la condition de leurs enfants en disant « je dois être une mauvaise mère, mon fils tousse ». Ça n'a rien à voir avec la mauvaise mère, rien à voir. Simplement des enfants qui sont allergiques et qui vivent peut-être dans des maisons trop bien chauffées, peut-être avec trop de cocooning, avec peut-être un papa qui fume. Et tout ça fait qu'à un moment, il faut mieux appeler un chat, c'est un asthme. Et si vous le soignez, cet enfant va dormir et les parents vont dormir. Donc, et puis, en grandissant, certains ont le bonheur de voir ces choses pas très symptomatiques. Ça a été mon cas, moi, à partir de 7-8 ans, j'ai plus eu d'asthme. C'est ce qu'on appelle l'asthme du nourrisson aussi. Voilà. Et puis c'est réapparu quand je me suis intéressé à cette maladie, une espèce de névrose de conversion. Vous vous êtes dit, il faut que je vive de l'empathie à fond. Quoi. Ça aide beaucoup de savoir ce que c'est d'être serré dans sa poitrine. C'est vrai ? Ah oui, bien sûr. Donc, parce que c'est vrai que les médecins, on se dit souvent, ils prennent un peu de hauteur. Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que pensent les patients ? Là, vous saviez poser les bonnes questions ? Bien sûr. Et plus que là, tous les sifflements, c'est parfois, mais est-ce que le matin, quand vous réveillez, vous vous sentez serré dans la poitrine ? Ah oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc, vous le disiez, on peut faire de l'asthme du nourrisson, ça peut disparaître. Bien sûr. Et puis ça peut revenir. Le symptôme le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la crise d'asthme. Oui. Quels sont les facteurs qui déclenchent cette crise ? Alors, il peut y avoir une émotion très forte. Il peut y avoir une inversion thermique, comme on en a parfois à Grenoble, avec des périodes très polluées. Ça peut être un virus. Alors, à cet égard, le Covid, nous, on pensait qu'avec le Covid, on serait submergé d'asthmatiques. Et là, surprise merveilleuse, on a eu beaucoup moins d'asthmatiques avec un Covid que ce qu'on attendait. Parce que probablement que les médicaments que ces gens prennent, la corticothérapie inhalée, empêchent le virus de se fixer sur son récepteur. Donc ça a été, nous, la divine surprise, dans ce grand malheur, de voir que la proportion, on pensait avoir 5 à 10% de Covid qui serait asthmatique, eh ben, ça a été 1 ou 2%. Donc on en a eu beaucoup moins grâce au traitement qu'ils prenaient. Mais certains virus sont très, 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 très asthmogènes. Je pense à celui de la grippe, à des VRS. Donc les virus, c'est une très grosse affaire. Et là, il y a un champ fabuleux devant nous pour essayer de mieux comprendre ça et de proposer des thérapeutiques pour couper ça très vite. Parce que votre arbre trachéobronchique est littéralement abrasé et c'est des enfants et des adultes qui vont tousser 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est odieux. Pas très grave, mais c'est odieux. Et donc, le laboratoire travaille de façon très intense parce qu'un des grands déclencheurs des crises d'asthme et des crises de BPCO, c'est les virus respiratoires. Ça, c'est un énorme enjeu. Est-ce qu'il peut y avoir aussi tout ce qui est facteur d'allergie, comme les plantes, les poils d'animaux, etc. Les pharmaciens vendent des tonnes d'antihistaminiques. Alors, sur l'asthme, ça ne marche pas, mais sur la sphère ORL, ça ne marche pas sur l'asthme. Pas sur l'asthme, pas du tout. Ça, c'est le grand désespoir des industriels. Ça ne marche pas très bien sur la sphère ORL. Là, c'est hallucinant, là. Les gens ont tous le nez qui est bouché, qui coule et qui tousse et qui siffle. Oui. Oui, bien sûr. Cette crise, ça peut durer longtemps, parce que vous parlez de plusieurs mois, mais on ne reste pas plusieurs mois en toussant. Ah si, on peut tousser assez longtemps. Bon, la crise d'asthme avec un début de fin. Ça fait assez peur aussi, hein, quand on est témoin d'une crise d'asthme. Ah oui, c'est très impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Alors, Dieu merci, il y a des médicaments qui marchent très bien, donc les bronchodilatateurs. C'est des trucs comme ça. Voilà. Les corticoïdes. Alors, il y a eu une grande révolution récente, c'est que nos collègues nord-américains et canadiens surtout ont montré que l'aventurine reste un grand médicament, mais ce qui marche encore mieux que les bronchodilatateurs seuls, ce sont les associations fixes d'un corticoïde inhalé et d'un bronchodilatateur. Alors, c'est déjà le traitement de fond de la maladie, bien sûr, mais même dans les symptômes, ça fait mieux que la ventoline seule. Donc, peut-être qu'on va progressivement, je pense que le bronchodilatateur seul va disparaître et le traitement va être très simple. C'est une association fixe qu'on prend à la demande si on a un asthme pas très sévère et qu'on prend matin et soir si on a un asthme un peu permanent et puis on prend en plus à la demande. Donc, c'est la fameuse indication fond et symptômes, traitement de fond et traitement des symptômes. Et c'est la même association. Donc, c'est très simple. Maintenant, on n'a plus qu'une seule petite pompe, une seule poudre qui fait pour toutes les situations. Ça agit comment ? Ça évite aux bronches de s'obstruer ? Quand j'étais jeune,
on croyait que l'asthme était une maladie du muscle lisse bronchique, c'était un bronchospasme. Puis la grande découverte, ça a été dans les années 60-70, que c'était une maladie inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde. Et la polyarthrite rhumatoïde, c'est très simple. Dans les formes un peu sévères, vous avez une biothérapie et vous prenez de temps en temps des anti-inflammatoires quand vous faites une poussée. Et bien dans l'asthme, dans les formes sévères, j'entends, vous avez déjà une biothérapie et vous prendrez l'association fixe uniquement à la demande lorsqu'il y a des symptômes. Donc le traitement, même dans les formes sévères, c'est amélioré et simplifié de façon exceptionnelle. C'est vraiment une belle histoire. Est-ce qu'il y a des effets secondaires sur ces traitements? Alors les biothérapies, non. C'est des médicaments merveilleux, vous les connaissez mieux que moi. Ce sont des anticorps monoclonaux humanisés qui sont produits très vite, qui arrivent sur le marché très vite, qui ont un profil de sécurité exceptionnel. Et ça a révolutionné les maladies inflammatoires, le cancer, les maladies respiratoires. Enfin, c'est juste la peau, tout ça, c'est exceptionnel. Et les associations fixes sont bien tolérées. Ça peut changer un peu la voix. Si vous ne rincez pas la bouche, vous pouvez développer au pire une candidose oropharyngée. Mais c'est une révolution exceptionnelle au moment où je quitte ce métier. Moi, quand j'étais jeune interne, les gens se soignaient avec de la cortisone et mouraient d'hypercorticisme, des effets secondaires de la cortisone. Et maintenant, le mantra, c'est de ne plus prendre de corticoïdes, sauf en période de crise, bien sûr. Et sinon, quand on n'est pas en période de crise, on a une vie, entre guillemets, normale. On peut faire tout ce qu'on veut, du sport. Oui, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui ont des formes légères, ils prennent cette association fixe ou cette ventoline qu'à la demande, et entre-temps, ils vont très bien. Et puis, il y a des gens comme moi qui prennent un traitement matin et soir, plus à la demande, et moi, ça me permet d'avoir une vie à peu près normale. Non, c'est une maladie bénigne, il faut dédramatiser. La pratique du sport est possible. Elle est hautement recommandée. Moi, je suis une femme qu'on avait voulu interviewer, mais qui n'était pas disponible, qui a fait avec son mari une histoire extraordinaire. Elle a eu des pépins de santé extrêmement graves. Elle a après une biothérapie pour son asthme. Et ils ont fait en tandem Budapest. Non, ils ont fait Chalon-sur-Saône, Budapest en vélo. Elle avait un asthme sévère. Elle a une biothérapie extraordinaire. Alors que rien n'avait changé entre le moment où je l'ai vue avant de partir et à son retour. Elle avait gagné presque 1 litre de capacité vitale. Donc le sport, c'est un médicament qui sera inégalé. Les activités physiques quotidiennes, c'est bon pour le psychisme, pour l'asthme, pour vos artères. Enfin, est-ce qu'on sait si la haute altitude est bénéfique? C'est beaucoup moins pollué, il y a un peu moins d'oxygène. On dit que c'est de bon air. Alors pour les insuffisants respiratoires, ça fait un peu sourire parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène. mais pour les asthmatiques, non, c'est très bien, c'est très bien. Alors on va voir que pour ces patients atteints d'asthme sévère, le CHU de Grenoble propose depuis quelques années une prise en charge particulière, un programme d'éducation thérapeutique au sein de ce qu'on appelle la bulle d'air. Je propose de regarder le reportage de Lina Badreddine. Déplacer le curseur le plus loin possible. Prends une grande inspiration et on souffle d'un coup. Savoir gérer sa pathologie quand on est asthmatique, ça s'apprend. Alors, pour accompagner les patients, le CHU Grenoble-Alpes a mis en place le programme Bulle d'air qui les aide dans l'utilisation des outils du quotidien et dans le suivi thérapeutique. 280. Oui, en général, je ne fais pas beaucoup plus. Parfait, vous êtes dans vos bonnes valeurs. Voilà. Une des choses qui est caractéristique dans l'asthme, c'est que les patients prennent des médicaments sous forme de spray. Donc, c'est-à-dire que ça nécessite de leur part une manipulation et ce n'est pas forcément évident. Il y a des temps techniques à maîtriser. Donc, il y a un temps d'éducation thérapeutique qui est fait par les pharmaciens et les autres professionnels. Majoritairement bénigne, cette maladie chronique inflammatoire des bronches peut parfois se révéler sévère. Le programme Bulle d'air est surtout proposé aux patients avec des traitements conséquents, ceux qui développent des formes d'asthme aigu. Si le patient n'a pas forcément compris comment bien prendre son traitement, ça peut vraiment altérer la bonne efficacité. Donc c'est pour ça qu'on doit lui montrer. Alors les choses qu'on doit voir, c'est par exemple, il doit bien respecter des temps qui sont d'expirer, bien vider ses poumons, bien prendre son médicament et respecter un temps de prise. Et puis notamment, une fois qu'on a fait ses sprays, par exemple, il faut que le patient essaie de garder le plus longtemps possible ce qu'on appelle une apnée, pour que le médicament ait le temps d'aller le plus loin possible dans les bronches et d'être comme ça le plus efficace possible.
Au-delà de l'observance thérapeutique, avec ce programme, patients et soignants mettent en place un plan d'action personnalisé pour savoir réagir face à une crise d'asthme et échangent des outils pour réagir au quotidien en fonction des situations. On propose aux patients donc, une situation réelle. Donc le patient se réveille toutes les nuits. Donc toutes les nuits, vous vous réveillez à 4 h du matin car vous toussez. Que faites-vous? Différentes possibilités. Et donc en fonction de la réponse proposée, on voit la conséquence. Ce programme d'éducation thérapeutique aide donc le patient à mieux connaître sa maladie, mais aussi à éviter les facteurs aggravants et s'adapter. C'est aussi la possibilité pour le patient de renouer avec des activités sportives, par exemple, et de ne pas être réveillé la nuit. Ça m'a aidé déjà de savoir que ça existait, que c'était une maladie à part entière, parce que souvent autour de nous, on se dit « mais tu ne te soignes pas, tu tousses », ça fait un peu peur. Effectivement, de savoir que je prenais bien mon traitement et puis de rencontrer d'autres personnes qui avaient cette même pathologie. Ça, c'est important aussi. Dans le programme Bulle d'air, les patients reçoivent aussi des astuces et des conseils pratiques comme celui d'aménager son domicile pour réduire le déclenchement de crise en enlevant les nids de poussière pour enfin mieux respirer. Christophe Pison, avec l'asthme, comme dans d'autres maladies chroniques, on se sent parfois un peu seul. Oui, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Dans les facteurs modifiables, il faut parler de sa maison. Alors, sa maison, même quand on travaille beaucoup, comme vous, on y passe quand même 80% de son temps. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Moi, j'ai un asthme un peu sévère. Et quand je suis venu du Québec, j'ai construit une maison en bois. Bien. Et puis, au bout d'un moment, on a changé notre cuisine après 20-25 ans. Et en démontant la cuisine, on a découvert que toutes les plaques au plâtre étaient noires d'aspergillus. Tout simplement parce qu'il y avait une fuite d'eau qu'on n'avait pas vue. L'eau qui arrivait, fuyait un petit peu et remontait par capillarité dans toutes les cloisons. Donc, je vivais, moi, dans une maison extrêmement riche en aspergillus, qui est un champignon qui est très asthmogène. Et c'est une époque où je prenais de la cortisone, pour vous dire. Et donc, on a enlevé toutes ces cloisons, on a réparé la fuite, on a mis une nouvelle cuisine et je vais 10 fois mieux. Donc, l'environnement, c'est très important. Et il y a un nouveau métier qui a été inventé par nos amis et collègues de Strasbourg, qui sont les conseillers médicaux en environnement intérieur. Donc, quand l'asthme n'est pas contrôlé, c'est-à-dire que je me réveille la nuit, que je n'ai pas un bon souffle, que je suis gêné, moi, j'envoie ce que j'appelle les bœufs-carottes à domicile. Donc, à Grenoble, c'est une femme, c'est Anne Cluzot, qui va voir avec l'accord des patients, parce que c'est un peu intrusif. Et on regarde le tabac, les huiles essentielles, toutes les bougies, choses très aggravantes, ou encore le tabagisme. Et puis, qui n'a pas eu un dégât des eaux? Et vous savez, ces petites zones un tout petit peu noires, où les gens qui vivent très, très difficilement, qui ont fermé leur ventilation, où il y a de l'humidité sur les murs, il y a vraiment des habitats qui sont totalement indignes. Et là, si vous êtes exposé à des fortes concentrations de moisissures ou à du tabac, vous pouvez bien mettre toutes les biothérapies de la terre, des médicaments merveilleux, très chers, il ne se passera rien. Rien. Donc je dirais que dans les facteurs modifiables, avec l'expérience, le numéro 1, c'est l'environnement domestique. Est-ce que ça veut dire pas d'animaux à votre domicile? Alors les animaux, si, c'est la basse-cour. Donc encore, voilà. Mais bon, si l'enfant est très sensibilisé, si le chat est... Mais bon, si on est sensibilisé au chat, bon, on l'enlève. Les amoureux des chats, il y en a beaucoup. Oui, mais si c'est bien toléré, il faut les respecter. Parce que c'est probablement protecteur. À un moment, la balance peut basculer, mais il n'y a pas d'indication pour interdire le chat a priori. Est-ce que les plantes sont bénéfiques? On voit beaucoup, c'est la mode en ce moment de mettre plein de plantes vertes chez soi. Eh bien, Madame Cluzot, vous entendrez, elle serait horrifiée. Les plantes, c'est merveilleux. Le problème, c'est que le terreau est rempli de moisissures, de spores. Et il y a des gens qui sont des amoureux des plantes. Et ils sont exposés à une concentration de spores qui est hallucinante. Parce qu'on pense faire rentrer de l'oxygène, des dioxines. Non, erreur. Erreur fatale. Je crois qu'un psychologue a aussi rejoint l'équipe. Tout à fait. Moi, mon premier rôle quand j'étais en pédiatrie, j'expliquais aux jeunes femmes qu'elles n'étaient pas névrotiques et qu'elles n'étaient pour rien dans cette affaire-là. Donc, il faut beaucoup déculpabiliser.
Après, dans les formes très sévères, des travaux récents montrent que ça peut être associé à des traumatismes sévères, des abus sexuels dans la petite enfance. Bon, c'est des formes rares, Dieu merci. Mais il y a parfois des histoires très douloureuses derrière ça, qu'il n'est pas mauvais de... Ça peut être une forme de défense. Voilà. Donc, des situations rarissimes, bien sûr. Ouais, mais parler... C'est Louis Pasteur qui disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». C'est exactement ça. Écouter. C'est aussi pour que le patient apprenne à se connaître. Oui. À s'accepter. À s'accepter. Et puis ensuite, ce qui est le plus difficile, c'est changer. Personnellement, moi j'ai un asthme, très bien, ok, j'en tire aucune gloire, bien sûr. Mais ça m'a pris 20 ans pour prendre mon association fixe matin et soir. Maintenant, je ne l'oublie plus jamais. Je le fais très régulièrement. Ça m'a pris 20 ans. Alors que c'est la maladie que je connais le moins mal. C'est extrêmement difficile de changer, de prendre un traitement matin et soir. Pour un jeune homme, c'est juste pas possible. Après, il y a des femmes qui prennent un contraceptif toute leur vie. Mais les femmes sont des... C'est admirable parce que c'est pas évident du tout de prendre quelque chose comme ça régulièrement. Est-ce que dans les solutions, j'imagine pour des asthmes peut-être plus sévères, on peut avoir recours à une intervention chirurgicale? Oui, alors il y a eu des grands espoirs qui ne sont pas totalement perdus. C'est ce qu'on appelle la thermoplastie. La thermoplastie, ça a été mis au point par mes amis canadiens à l'université Laval à Québec City. Ils ont publié ça dans le New England Journal of Medicine, dans notre Bible à nous. Ça consiste par une température élevée, en 3 séances, ou aussi générale, viser la masse musculaire lisse qui se contracte et la diminuer. Alors ça s'adresse à des formes rarissimes, sévères, qui conduisent aux urgences les patients très régulièrement. Mais donc, intervention chirurgicale, la place est très modeste. Donc, c'est de la thermoplastie, en fait. Non, la révolution dans les formes sévères, qui concerne 5% des asthmatiques, hein, c'est quand même pas grand monde, là, c'est les biothérapies. Là, moi, je ne pensais pas de mon vivant voir ça. On parle aussi de vaccins, non? Alors oui, ça, c'est peut-être pour après-demain. C'est pour après-demain, pour désensibiliser. La désensibilisation, c'est quelque chose de très intéressant pour des formes peu sévères. Mais là, avec les biothérapies, on a quelque chose d'exceptionnel. Mais vous avez raison, la biothérapie, quand on l'arrête, la maladie va rechuter. Donc, ça, c'est pour la génération qui suit, c'est trouver des traitements qui guérissent la maladie. Ça, on n'y est pas. On n'y est pas. Il y avait une des études, des travaux prometteurs de l'INSERM, je crois, sur ce genre de vaccin. Alors, probablement, mais ce n'est pas encore tout à fait dans le pas, ce n'est pas pour demain matin. Mais c'est certain, si on était capable de modifier l'environnement de ces patients, de reprogrammer le système, ce serait bien. Parce que les asthmatiques, ce qui se dit, c'est qu'on peut ne plus être symptomatique, comme votre serviteur, mais si on fait un test de bronchoconstriction, il sera positif jusqu'à votre mort. Donc le traitement qui change la physiologie de la bronche, qui la rend normoréactive, on ne l'a pas tout à fait. Donc on est vraiment dans la maladie chronique. On soigne, les gens vont bien, ils ne meurent pas, et ils peuvent à peu près avoir les activités qu'ils veulent, mais ils ne sont pas guéris. Alors, ils sont contents, ils sont asymptomatiques, mais ils ne sont pas guéris. Donc, ce qu'il faut découvrir, là, ce siècle-ci, c'est le traitement qui guérisse de l'asthme. Mais on est bien d'accord que quand vous dites après-demain, je le dis pour ceux qui regardent l'émission, c'est 10, 15 ans. Oui, j'imagine, oui. Ouais. Mais vous savez, il y a des ruptures incroyables. Ce n'est pas le sujet du soir, mais dans la mucoviscidose, pour lequel on a transplanté beaucoup d'enfants et d'adultes, on ne greffe plus aucune mucoviscidose en France, pratiquement. Il y a un traitement qui a été mis au point par une grande compagnie qui s'appelle Vertex, qui en 15 jours vous transforme un gamin qui était moribond, il sort de la liste d'attente de transplantation. Personne n'avait imaginé une telle... Après, le problème, c'était d'avoir l'autorisation qui soit à un prix raisonnable, après, etc. Ça coûte cher, très bien, mais voilà. Donc, pourquoi pas dans l'asthme un traitement qui guérisse? Voilà, ça sera le mot optimiste pour conclure cette émission. Merci beaucoup, professeur Pizon. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci Marie-Caroline. Je vous signale que vous pouvez aussi retrouver cette émission en replay sur notre site télégrenoble.net. Je vous souhaite une belle journée, portez-vous bien et à très bientôt.
Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.